Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission L'univers des sciences sur RCF pour parler d'astrophysique, spécialement des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en dehors du système solaire, avec un découvreur de planètes, Alfred Vidal-Madjar. Bonjour. Bonjour. Alfred Vidal-Madjar, vous êtes réputé pour avoir, je cite, peut-être fait la découverte d'une exoplanète en 1981. Pourquoi ce peut-être ? Parce qu'on n'a pas la preuve indiscutable de l'existence de cette planète. C'est dans un système autour de l'étoile Beta Pictoris. On a trouvé beaucoup de poussière, on a trouvé un disque en orbite autour de l'étoile. On a trouvé des comètes qui tombent sur cette étoile. Et on a même peut-être observé un jour une petite baisse de la lumière de l'étoile qui serait due au passage d'une planète devant l'étoile. Alors quand ça se produit qu'une seule fois, le problème c'est que on n'a pas la preuve indiscutable. En physique en général, il faut répéter une expérience pour arriver à s'en convaincre. Et si un phénomène ne se produit qu'une fois et on ne peut plus le revoir, on ne peut pas tout à fait être certain qu'on a vraiment vu le phénomène en question. Et donc c'est peut-être une planète, mais il y a tellement de choses bizarres dans l'univers que ça peut être aussi soit une comète géante, ce qui est une autre interprétation plausible, soit alors carrément que l'étoile ait eu un comportement. Beaucoup d'étoiles sont variables. Mais c'est vrai qu'aucune étoile jamais n'a fait le même type de variation que celle-là. Donc on se dit, on a peut-être vraiment vu pour la première fois une planète extrasolaire qui passait devant son étoile. Peut-être qu'elle est tellement éloignée de son Soleil qu'elle met trop de temps pour repasser au même endroit. Oui, c'est sûr que si elle est probablement éloignée de son étoile, donc que par exemple Jupiter mettrait 11 ans à repasser devant l'étoile, et comme ça dure que quelques heures le passage, vous voyez que s'il faut attendre 11 ans, et puis si jamais on rate le passage suivant, il faut encore attendre 11 ans avant d'avoir la confirmation. Et c'est vrai qu'on a essayé d'avoir une confirmation, mais jusque-là, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on a essayé. On a dû soit les rater, soit l'orbite dure 80, 100 ans. Et alors on n'en est pas encore arrivé à la suivante. C'est en 1995 que deux astronomes suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, ont détecté la première exoplanète à 40 années-lumière de la Terre. Où en sommes-nous en 2007 ? On est au-delà de 200 planètes extrasolaires, donc on a maintenant énormément d'exemples. Et comme on l'a dit, quand on a un nombre de l'ordre de 200, on commence vraiment à avoir un nombre important, donc on commence à avoir des statistiques sur les planètes extrasolaires. Vous travaillez sur elles ? Sur la détection des atmosphères de planètes extrasolaires, c'est-à-dire que maintenant, non seulement on les a trouvées, mais on commence même à se poser la question de quoi est composée l'atmosphère de ces planètes. Comment faites-vous pour analyser l'atmosphère de ces planètes ? J'imagine que vous étudiez la lumière qu'elles diffusent. Oui, pas tout à fait. Ce qu'on a fait, c'est de regarder la lumière de cette planète quand elle passe devant son étoile. C'est ce qu'on appelle c'est comme une petite éclipse. Ça s'appelle un transit. À ce moment-là, la planète qui passe devant l'étoile cache une partie de l'étoile, donc il y a comme une occultation, mais une partie de la lumière de l'étoile va passer à travers l'atmosphère de la planète et nous dire de quoi est faite cette atmosphère. Un exemple, par exemple, c'est quand vous regardez un coucher de soleil, vous voyez toujours que le soleil est beaucoup plus rouge au moment du coucher de soleil, même parfois il est franchement très rouge, alors qu'au zénith, il est beaucoup plus jaune. C'est la preuve directe que le soleil, vous le voyez à travers l'atmosphère de la Terre, et donc vous détectez l'atmosphère de la Terre rien qu'en voyant un coucher de soleil plus rouge que d'habitude. Ça veut dire que l'atmosphère va enlever une partie de la lumière du soleil et ne laisser passer que préférentiellement le rouge. Et donc quand on regarde un entre guillemets, coucher de planètes sur une étoile lointaine, on voit exactement de la même façon son atmosphère produire certains effets de couleurs très particuliers qui permettent à nous de dire, eh bien dans cette atmosphère, il y avait telle quantité de telle matière, de telle poussière, de tel nuage, de tout ce qu'on veut, pratiquement. On pourra décortiquer dans l'avenir. Là, on a trouvé quelques éléments. On a déjà détecté le sodium, l'hydrogène, le carbone et l'oxygène. Et dans l'avenir, on pense pouvoir détecter l'eau et des tas d'autres éléments très importants dans une atmosphère planétaire, bien sûr.
l'univers des sciences, Ronan Festock. Au début de cette recherche sur les exoplanètes, on arrivait à détecter des grosses planètes type Jupiter. Est-ce que maintenant on arrive à détecter des planètes type Terre? Pas tout à fait encore, mais le record actuel est une planète de 5 fois la masse de la Terre, c'est-à-dire à peine a priori 2 fois plus grosse que la Terre. Cette planète a été découverte assez loin dans la galaxie, mais par une méthode très particulière, assez différente de celle que l'on mentionne en général. C'est une méthode dans laquelle on utilise la masse de la planète comme une lentille. On appelle ça d'ailleurs une lentille gravitationnelle. Et la masse de la planète et de son étoile vont dévier la lumière d'une étoile beaucoup plus lointaine qui est parfaitement alignée et qui vont faire que la lumière de l'étoile lointaine va se mettre à varier de manière très particulière que l'on peut expliquer que par la présence d'une planète de 5 fois la masse de la Terre. Et cette planète est donc un objet très proche de la Terre, mais en même temps... Ah oui, alors je disais que c'était des objets très originaux parce que on sait maintenant qu'ils existent dans l'univers puisqu'on a trouvé une, mais il n'y a aucun objet comparable dans notre système solaire puisque les planètes telluriques comme la Terre, Mars, Vénus et Mercure sont des toutes petites planètes, plus petites que la Terre, donc de masse égale à la Terre ou inférieure. Par contre, quand on va dans les planètes géantes, on tombe dans des masses qui sont entre 15, 20 fois jusqu'à 100 fois la masse de la Terre. Et dans cette région un peu intermédiaire de 5 fois la masse de la Terre, il n'y a rien dans notre système solaire, alors que là, on a découvert un objet ailleurs qui fait 5 fois la masse de la Terre, et même on a fait une étude pour essayer d'évaluer en quoi elle pouvait être composée. On a montré que très probablement elle a dû avoir des océans, parce que l'eau est omniprésente dans l'univers, et elle a dû avoir des océans d'eau pendant plusieurs milliards d'années. En plus, on sait qu'elle a déjà un âge de 10 milliards d'années, ce qui montre que on a trouvé un objet extrêmement âgé, très ancien, qui a eu des océans pendant des milliards d'années, comme la Terre, mais on n'a aucune idée de ce qu'est ce type d'objet, parce que ces planètes-là sont tellement lointaines qu'on ne les voit pas véritablement directement. On déduit tout ça de leur présence et simplement de leur masse. Leur masse, cette masse-là n'est pas trop importante, 5 fois la masse de la Terre pour abriter la vie? Non, on pense que la vie a une capacité de se développer absolument n'importe où, puisque sur Terre, on la trouve au fond des océans, même sans aucun apport de lumière venant du Soleil, et on la trouve même au fond des roches, à très très haute pression à l'intérieur de la Terre, et sans aucun problème. Apparemment, la vie sait s'adapter à des conditions, même des conditions d'acidité extrême, de température extrême, de rayonnement nucléaire extrême. La vie partout s'adapte. Donc une planète un peu plus massive, c'est presque pas un problème, je dirais. En 2006, en décembre 2006, a été lancé le satellite COROT pour l'exploration donc des planètes en dehors du système solaire. Quels sont les espoirs autour de ce satellite? Eh bien, les espoirs sont de détecter justement des plus petites planètes. Peut-être pas encore descendre à la taille de la Terre, mais s'en rapprocher le plus possible. Et si tout se passe bien, on a l'espoir effectivement d'en détecter peut-être une dizaine ou quelques dizaines, mais en tout cas, ça sera le début d'une indication que ces planètes existent, parce que pour le moment, on pense qu'il doit y avoir des terres, on n'a détecté que des planètes plutôt géantes. Alors on est descendu en masse, on a vu que plus elles sont petites et plus elles sont nombreuses, mais on ne sait pas si des terres sont là. Donc à partir du moment où on commence à les détecter avec COROT, même un très petit nombre, ça sera un début de détection et donc une manière de dire, compte tenu de la sensibilité de COROT, qui avait du mal à les détecter mais qui pouvait le faire, si on en a détecté quelques-unes, ça prouve qu'il y en a énormément et donc on sera capable de chiffrer le nombre de terres véritablement, directement avec une observation dans notre galaxie. Ceci dit, on s'attend à avoir des centaines de millions, si ce n'est pas des centaines de milliards de terres dans notre galaxie. Et si un jour une civilisation extraterrestre est sur une planète, ça vous étonnerait Vraiment une civilisation extraterrestre avancée, par exemple? Oui, moi, ça m'étonnerait parce que, malheureusement, je dirais parce que mon désir serait qu'il y en ait, ça serait extraordinaire de pouvoir un jour échanger avec une civilisation extraterrestre. Échanger quoi? On ne sait pas quoi vraiment, mais enfin, on pourrait
espérer avoir des apports ahurissants. Ceci dit, je crois qu'il y a ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi qui explique que si vraiment une telle civilisation existait, un peu comme la nôtre, cette civilisation n'aurait aucune raison d'apparaître après nous ou en même temps que nous. Elle pourrait être apparue depuis des milliards d'années dans la galaxie. Et si c'est vrai, cette civilisation serait déjà partout dans la galaxie et en particulier sur Terre. Or, on n'en a pas de preuves flagrantes. Et donc on peut se dire, effectivement, peut-être qu'il n'y en a pas. Ou alors elles se sont autodétruites. Non, c'est l'argument qu'on peut donner. On donne beaucoup d'arguments du genre elles s'autodétruisent ou elles manquent d'intérêt. Par exemple, on dit mais pourquoi nous on veut aller dans les étoiles, mais peut-être qu'une autre civilisation ça l'intéresse pas. Ils préfèrent rester tranquillement sur leur planète. Et on peut donner des tas d'explications sociologiques, mais elles tiennent pas dans la mesure où si elles étaient aussi nombreuses qu'il y a de lieux dans la galaxie où des civilisations peuvent apparaître, comme on a l'impression de le voir maintenant, à ce moment-là, elles devraient toutes se développer et il faudrait que toutes s'autodétruisent ou toutes manquent d'intérêt ou toutes fassent la même chose, c'est-à-dire ça serait trop systématique. Il suffirait qu'une seule passe le cap, comme nous on a l'air de le passer en ce moment, pour après se répandre dans toute la galaxie sans que plus rien ne puisse l'arrêter. Donc, on dirait qu'il y a un vrai obstacle. Et une des manières de répondre à ce véritable obstacle, c'est de dire, on ne sait pas ce qui a fait qu'on est passé de l'inerte au vivant, mais là, il y a peut-être un obstacle réel, et par exemple, la vie n'est apparue finalement que d'une manière exceptionnelle sur Terre, et donc il n'y en a pas ailleurs. Mais il faudra aller observer pour savoir la réponse, comme toujours. Eh bien, merci Alfred Vidal-Madjar pour cette émission. Au revoir. Et merci, au revoir.